Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Ok, super, on va commencer. On attend à peu près ce matin une centaine de personnes pour parler d'un sujet qui nous touche un peu tous en ce moment, qui est assez trendy, c'est comment organiser sa bibliothèque BIM pour les différents métiers de son entreprise. On est le 19 janvier et je suis Valentin Malmanche, responsable marketing. Et je vais vous parler de l'organisation de la bibliothèque au sein de notre outil OnFly. Alors rapidement, pour parler un peu de ce beau sujet-là, on va d'abord lister un peu quels sont les objectifs derrière, quels sont les enjeux de bien structurer une bibliothèque pour différents métiers. Et puis, on regardera un peu plus dans le détail la solution ou les solutions plutôt qu'on vous propose de mettre en place et les différents cas d'usage qu'il est possible d'appliquer derrière une fois que cette bibliothèque elle est correctement organisée pour vos différents métiers. Donc, on va parler de collaboration, d'une solution de vue métier, structurer sa bibliothèque par vue métier, et on regardera les cas d'usage liés à cette fameuse bibliothèque d'objets. Alors, rapidement, un schéma que tout le monde connaît bien, les enjeux, les fameuses promesses du BIM autour de la collaboration. On évoque avant la digitalisation de certains de nos process, des échanges qui sont peu structurés, assez aléatoires autour de notre mode de construction. L'idée de bien structurer sa bibliothèque, c'est aussi d'amener à favoriser cet axe du développement du BIM, de la collaboration, en permettant à chaque acteur non plus de dialoguer et de collaborer de façon individuelle avec un autre acteur, mais d'avoir comme un BIM niveau 3, un socle commun euh, de données et d'objets sur lequel chacun peut venir puiser le juste nécessaire pour son métier, comme un filtre sur un modèle d'objet ou un modèle de données sur lequel on va récupérer les informations qui sont nécessaires pour faire les cas d'usage de son métier. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'améliorer cet axe-là du BIM? Aujourd'hui, bon, les promesses ne sont pas forcément atteintes sur cette partie-là. Il existe plus de 350 000 logiciels métiers. J'aime bien cette, cette information-là qui permet aussi de prendre un peu de hauteur et de prendre conscience que finalement, dans le bâtiment, derrière chacune de nos interfaces qui nous permettent de faire les livraisons, les livrables de chacun de nos métiers, il y a des bases de données. Et ces bases de données-là, elles ne sont pas encore interopérables les unes avec les autres, dû au fait que chaque logiciel a sa propre structuration de données et ses propres objets pour chacun des métiers. Et l'idée, c'est d'avoir du coup un passage entre ces différents logiciels-là. On a mis en place, du coup, on en parle depuis un petit bout de temps chez BIM&Co, un dictionnaire qui est une brique essentielle sur notre outil OnFly qui permet notamment d'harmoniser l'ensemble de ce qu'on appelle des propriétés, donc les caractéristiques de chaque produit qui permettent à chaque métier derrière ces 350 000 logiciels de travailler correctement, notamment avec la bonne sémantique des propriétés. L'information, elle devient cohérente. Et pour faciliter l'exploitation du modèle de données qui est derrière chacun de ces logiciels-là, c'est essentiel qu'on puisse le filtrer. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué juste de se dire, même si on a un dictionnaire qui permet d'alimenter tous ces logiciels-là, d'identifier dans la liste de toutes les propriétés quelles sont celles qui vont être spécifiques à chaque métier. C'est ce qu'on appelle des vues métiers. Donc, derrière chacun des logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos processus BIM, on va retrouver des vues métiers qui sont soit définies par l'utilisateur ou, dans le meilleur des cas, définies directement par l'éditeur du logiciel. Donc, par exemple, ce qui est aujourd'hui compliqué, c'est que dans un logiciel de structure, on va pas forcément l'utilisateur ne va pas forcément mettre les propriétés qui sont nécessaires, par exemple, à la résistance à l'humidité
ou je ne sais pas, le diamètre d'un coude de ventilation. C'est des choses qui ne sont pas utiles pour la structure, mais qui, pour le coup, vont avoir une utilité derrière pour d'autres métiers. Et donc, c'est là où c'est important de taguer les propriétés pour chacune des vues métiers. Cette amélioration-là, l'idée, c'est derrière de permettre à chacun des métiers de votre entreprise de correctement faire les livrables qui lui sont demandés et ce pourquoi on est rémunéré. Et à travers ces livrables-là, de rester ou en tout cas de le devenir compétitif. Comment est-ce qu'on gagne en compétitivité avec le processus BIM? C'est en ayant des échanges qui sont efficaces et donc très tôt de définir ces échanges-là avant même d'avoir à collaborer, d'anticiper les échanges qu'on va avoir au travers des processus entre ces différents métiers, alors soit au sein de son entreprise ou alors en mode projet avec les différents acteurs et collaborateurs qu'on va rencontrer au sein de ce projet-là. Donc pour simplifier, un petit schéma qui permet d'illustrer correctement comment est-ce que finalement on peut organiser sa bibliothèque. Moi, j'aime bien alors bibliothèque, oui, mais aussi cet effet de tiroir qui permet de dire finalement chaque métier a besoin d'être défini au sein de la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque-là, on va associer à chacun des métiers des dossiers, alors plutôt des produits ou des objets dans lesquels on va dire cet objet-là est utile pour chaque métier. Donc, des typologies d'objets, par exemple ici une fenêtre dans laquelle on va lister les géométries et les propriétés qui vont être utiles et utilisées pour chacun de ces métiers-là. Alors ici, on a de façon distincte différents tiroirs dans lesquels on va retrouver des propriétés pour chaque acteur. Et il s'avère qu'il y a des propriétés qui sont aussi communes à différents tiroirs parce que les propriétés peuvent être utilisées par plusieurs acteurs, bien entendu. C'est un schéma, une illustration qui permet de faciliter la compréhension du b.a.-ba, de l'organisation d'un ensemble de données pour un métier. Et une autre vue qui serait celle plutôt dans différents cas d'usage. On parlait de livrables tout à l'heure. Ce qui est essentiel, par exemple, si je prends l'objet d'un mur en terre cuite, d'une brique, on a différents métiers qui doivent collaborer autour de ce produit-là à l'échelle de cette brique. Et par contre, le job qu'il y a à faire n'est pas du tout le même. Et donc, les propriétés vont être spécifiques à ces actions-là. Donc, par exemple, un ingénieur structure, il va devoir faire un calcul structurel et les propriétés qui sont nécessaires pour faire un calcul de structure, je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde l'aura compris, ne sont pas les mêmes que pour celles d'un architecte qui va avoir besoin de faire un calcul d'éclairement naturel quand on va avoir le matériau terre cuite apparent. Donc, l'idée, c'est très tôt, finalement, avant de mettre en place et de délivrer votre bibliothèque à l'ensemble des utilisateurs de votre entreprise, c'est de se poser et de définir de façon très pragmatique quels vont être les cas d'usage, donc le job que doit faire chacun des métiers de votre entreprise. Et en fonction de ces cas d'usage-là, de lister les propriétés qui vont servir à chaque acteur. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la fenêtre tout à l'heure dans le tiroir, on pourrait avoir plusieurs typologies de fonctions. Par exemple, il y en a qui vont devoir faire du calpinage de fenêtres, d'autres qui vont devoir valider la conformité au DTU. Et par rapport à ça, on va venir tout simplement cocher quels sont les acteurs qui vont faire ces métiers-là. Donc souvent, nous qui aussi avons l'habitude d'accompagner des entreprises pour structurer ce type d'approche-là, on se rend compte que, alors il y a eu des initiatives dans les grosses structures qui sont faites et qui sont très bien. Elles sont posées, comme on le voit à l'écran ici, sur des tableaux, des tableurs Excel. Ça, c'est assez facile parce qu'on connaît ces processus métiers. On n'a pas attendu le BIM pour pouvoir avoir des processus d'échange. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de le déployer. Ce qui est un tableau Excel, quand on demande d'appliquer un référentiel en Excel, c'est assez compliqué.
parce que là, ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, il y a une vraie conduite du changement à faire. Et pour faciliter cette conduite du changement, il faut un outil. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici. Si on n'a pas d'outils, c'est compliqué de s'organiser et de définir ses métiers. Et donc là, on va regarder finalement avec une nouvelle fonctionnalité qu'on a lancée en ce début d'année 2021, les sets de propriété, comment est-ce qu'on peut structurer ces différentes vues métiers au sein de sa bibliothèque d'objets. Donc cette fonctionnalité, elle a plusieurs avantages pour différentes typologies d'acteurs que je vais lister ici en par un. Donc d'abord, pour la maîtrise d'ouvrage et les promoteurs, l'idée c'est de définir au sein de la bibliothèque les attentes qui sont liées à la maquette et à la création du projet. On va améliorer du coup la collaboration autour de ces attentes-là des différents acteurs en listant dans le référentiel attendu par le maître d'ouvrage quelle va être la responsabilité de chaque acteur. Toutes les responsabilités ne vont pas être enrichies par la MOB Mobile Manager. Il y a aussi des référents métiers qui vont être là pour venir saisir de la donnée. Et du coup, cette fonction-là, des sets, va permettre de le faire facilement. L'idée derrière, une fois qu'elles sont enrichies, c'est permettre aux maîtrises d'ouvrage de contrôler facilement si elles ont été renseignées correctement pour arriver et tendre vers un livrable, comme par exemple celui du DOE as built, avec l'ensemble des propriétés pour l'exploitation du bâtiment. Pour les maîtres d'œuvre et les ingénieries, alors c'est de façon très pragmatique déjà gagner en visibilité sur chacun de ces deux métiers. Et on va avoir en fait la possibilité ici de filtrer sa bibliothèque par métier et donc de regarder le juste nécessaire, comme je disais tout à l'heure, pour un architecte, un ingé structure, le lot CVC, etc. Mais déjà, avant de gagner en visibilité, là où les ingénieries nous disent c'est toute cette fonctionnalité est géniale, c'est dans la définition des jeux de propriété par métier. Parce que ça permet aussi de facilement faire la maintenance. Le jour où on a besoin, on a l'évolution de la RT 2012 en RT 2020, il y a des propriétés qui s'ajoutent au référentiel d'un métier. On peut facilement les réassocier à son référentiel et elles sont, par effet de cascade, directement réappliquées à votre bibliothèque. Et l'idée, c'est d'avoir tout ça, tous ces jeux de propriété qui sont centralisés sur un seul endroit, accessibles par tout le monde. Et pour terminer, pour les entreprises générales et installateurs, l'idée, c'est de faciliter finalement le travail ensemble sur des données exploitables, de pouvoir relancer aussi ces sous-traitants qui n'ont pas encore renseigné les données concrètes des matériaux qu'ils ont utilisés pour la construction, et d'accéder, alors plus aux données de la bibliothèque de l'entreprise, mais vraiment aux données du projet. Bien sûr, alors en fonction de la maturité et de là où on veut mettre le curseur au niveau de son implication, au niveau de sa bibliothèque, on va avoir différentes pistes de structuration et de mise en place d'une bibliothèque. Alors, le premier niveau, qui est le plus simple, c'est déjà d'avoir une bibliothèque de composants, les fameux tiroirs qu'on a vus tout à l'heure, avec des tags métiers, donc de lister tout simplement les différents métiers de son entreprise et d'associer dans sa bibliothèque chacun des objets à un métier. Donc là, par exemple, on voit CVC, Archi, ELEC, et en fonction de ces trois métiers-là, je vais venir mettre les objets et ces métiers-là vont venir filtrer l'ensemble des objets et récupérer très facilement, très rapidement les bons objets pour son quotidien. Ça, c'est vraiment le B.A.-BA, le premier niveau, qui est fourni dans la plupart des outils de gestion de contenu. Et pour aller un peu plus loin, là où OneFly est unique en son genre, c'est dans la gestion des propriétés par métier. On va avoir du coup cette fonction de set de propriétés qui permet de lister donc, les propriétés qui sont derrière chaque métier, en plus bien sûr de la 3D et du niveau de détail. On va retrouver une profondeur de propriétés par métier
là, par exemple, à l'écran, je vois que j'ai quelques propriétés qui sont listées pour mon électricien et d'autres pour mon thermicien. Et donc, ils vont pouvoir cliquer sur leur métier et récupérer juste les 3-4 propriétés qui sont nécessaires à leur métier. Alors, soit pour les renseigner directement en ligne, ou alors au moment où ils récupèrent la maquette, ils cliquent sur leur métier et ces propriétés-là sont ajoutées à la maquette, puisque l'acteur qui était avant n'avait pas besoin de ces propriétés-là. Et il s'assure qu'on rajoute les bonnes propriétés. Et le troisième niveau, du coup, c'est pour aller vraiment en, en profondeur un peu plus loin sur la structuration de sa bibliothèque. On va avoir non plus du coup une liste de propriétés qui sont transversales à toute votre bibliothèque, mais là, on va venir spécifier. Là, c'est vraiment le mode Advanced où on va venir spécifier pour chaque catégorie d'objets, pour chaque type d'objet, quels sont les métiers qui vont utiliser cette catégorie d'objets-là. Et en même temps, en appliquant la liste des métiers pour chaque catégorie d'objets, on va venir faire retomber les différentes propriétés qu'on aura au préalable définies pour, par exemple, le HQE, le métier façade et enveloppe, métier structure et métier management BIM, par exemple. Donc, voilà pour les 3 niveaux un peu de maturité. Donc nous, on vous accompagne aussi pour mettre en place et évaluer à quel niveau vous en êtes. Après aussi, on délivre un nouveau framework qu'on a créé, donc un petit outil qu'on a créé pour constituer facilement ces bibliothèques métiers. Et donc, il y a 2 modèles dans ce framework-là pour constituer sa bibliothèque. Il y a le modèle de centralisation et le modèle de décentralisation. Et on va voir un peu les étapes qu'il faut respecter pour créer sa bibliothèque métier quand on emploie le mode centralisé ou décentralisé du framework de constitution d'une bibliothèque métier. Donc, avant de passer aux différentes étapes pour chacun de ces modèles-là, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder par rapport à notre retour d'expérience chez BIM&Co au sein des ingénieries et des différents clients qu'on a. On se rend compte que le modèle de centralisation correspond bien aux petites structures qui ont besoin d'avoir finalement des objectifs qui sont très clairs et définis par le haut pour ne pas s'éparpiller et avoir un peu tout le monde qui fait tout et n'importe quoi sur sa bibliothèque et d'avoir donc un admin pour cette entreprise-là et qui chapeaute un peu toute la définition du référentiel pour chacun des métiers de l'entreprise. Quand on parle de petites structures, on parle de structures qui ont moins de 50 utilisateurs. Et pour les grosses structures qui sont multi-équipes, qui sont internationales et qui ont des multitudes de métiers aussi, on préfère recommander un modèle plus décentralisé où là, on va avoir un admin par métier. Pourquoi? Parce que avoir qu'un seul admin dans ce type de configuration-là, c'est souvent un goulot d'étranglement. Et on se rend compte que il faut aussi avoir des référents métiers qui permettent de valider à la fois, par exemple, la création de nouveaux objets, la création de nouvelles propriétés, la définition des propriétés pour chaque métier. Et ça, finalement, c'est des experts métiers qui sont capables de le définir. Dans les grosses structures, on ne peut pas demander à une personne de tout savoir. Donc, on recommande vraiment d'avoir un modèle décentralisé pour être efficace. Donc, si on prend le premier modèle sur une organisation plus décentralisée, ça va se passer en 6 étapes. L'idée, c'est d'avoir une classification métier, de définir déjà une classification ou des classifications par métier. Donc, tout simplement lister, on va le voir après dans l'outil, comment est-ce que ça se passe, lister les différentes typologies d'objets qu'on va retrouver pour chacun de ce métier-là dans une arborescence. Et ensuite, dans cette arborescence-là, pour chacune des catégories d'objets, on va lister les propriétés qui sont nécessaires pour ce métier-là. Et donc ça, c'est un admin qui le fait pour tous les métiers. Donc, il va aussi avoir un travail de un peu de sondage et de prise en main des différents besoins
au sein de ces équipes. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la définition des propriétés, on va prendre ces propriétés et les associer donc, aux classifications métiers. Et donc, quand on va définir une table, on va pouvoir prendre les propriétés et les mettre dans ce modèle de table, cette classe de table. Et ce qu'il faut bien veiller en étape 4, c'est avoir, c'est peut-être la partie la plus sensible, une harmonisation dans les propriétés pour s'assurer que chacune des propriétés sont uniques. Et c'est là où on va avoir la clé pour avoir l'interopérabilité entre chaque métier et donc de la collaboration d'un métier à un autre. Je m'explique. Par exemple, si un architecte sur la table utilise une propriété longueur, il faudra que derrière, les autres métiers puissent aussi avoir dans leur référentiel métier cette même propriété avec le même ID quand ils partent de longueur. Alors peut-être que pour les autres métiers, ils vont avoir besoin d'une autre unité, besoin d'un autre nommage. Mais par contre, il faudra bien que quand il va s'approprier le modèle, l'ID soit le même pour récupérer la valeur que l'architecte aura définie, par exemple, ce cas d'usage-là. Ensuite, dans la mise en place de la bibliothèque, il faudra donc juste associer les classes aux objets, soit directement sur l'outil OnFly ou alors avec la fonction Classify dans votre maquette. Si vous récupérez un projet d'un autre acteur, vous avez juste à classer les objets avec le plugin OnFly et tout le référentiel va retomber automatiquement dans votre maquette. Voilà, une fois qu'on a fait ça, du coup, l'association des classes aux différents objets, alors à la fois en ligne ou dans son projet. Après, on peut permettre à chaque métier de venir filtrer et de cliquer, on va le voir tout à l'heure, sur son métier et ça va venir donner le juste nécessaire dans chacun des objets. Et pour le deuxième cas d'usage, donc qui est plus en 6 phases, mais en 4 phases, mais qui sont des phases un peu plus importantes et plus longues. On y passe beaucoup plus de temps. On va donc privilégier non pas une classification par métier, mais avoir une classification globale entreprise qui sera vraiment la dorsale de l'entreprise sur laquelle tout le monde va venir collaborer. Donc, c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut veiller à ce que on arrive à faire fédérer autour de cette classification-là et que chacun puisse s'y retrouver. Et donc, il y a un peu plus de friction à cette étape-là, mais au moins, si on a plusieurs acteurs qui peuvent se mettre autour de la table pour collaborer à créer cette classification-là, à l'usage, après, quand on a beaucoup d'utilisateurs, c'est plus simple parce qu'on a pas une multitude de classifications à faire appliquer. On n'a qu'une seule classification qui fait foi pour son entreprise. Et ensuite, on va venir donc définir le dictionnaire, créer les différentes propriétés qui sont nécessaires pour chacun des métiers. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait déjà que dans une étape 3, il va y avoir un process de demande de propriété par métier qui va être mis en place. Et donc, dans ce modèle-là, pour les grosses structures, on va avoir tous les utilisateurs qui pourront faire des demandes de propriété à leur référent BIM. Et derrière, on pourra découler les différents cas d'usage métier qui seront nécessaires et sélectionner son métier au titre que l'organisation est centralisée. Chacun sélectionnera son métier et verra le juste nécessaire pour son métier. Donc voilà un peu pour le framework d'organisation d'une bibliothèque au sein de l'outil OnFly. Avant de passer aux questions-réponses, je vais vous montrer donc rapidement comment est-ce que ça peut s'organiser autour d'un outil. Donc là, je me trouve donc sur un espace de démo OnFly sur lequel j'ai plusieurs briques. J'ai cette première brique de bibliothèque d'objets, sur laquelle je retrouve les fameuses formes d'étagères, les fameux objets dans lesquels je vais retrouver une multitude d'informations, à la fois des propriétés, des modèles d'objets 3D, donc sous différents logiciels. Je peux aussi avoir, là, je n'en ai pas, mais des documents qui sont associés aux objets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc, dans cette bibliothèque-là qu'on peut avoir cet objet courant fort en lighting
on peut avoir une vue par métier parce que l'outil a été structuré selon 2 métiers. Donc là, moi, par exemple, je suis électricien. Je vais cliquer sur le lot électricien, sur lequel je vais retrouver toutes les propriétés qui sont liées à mon métier, qui ont été définies en amont et que je vais devoir soit renseigner sur mon projet ou alors, en tout cas, qui sont utiles à consulter au moment où je vais vouloir sélectionner l'objet. Ça permet de ne pas avoir un surplus d'informations qui ne sont pas nécessaires pour mon métier. Et de la même façon, si je suis thermicien, là, je vais cliquer sur thermique et je vais retrouver les propriétés qui sont nécessaires pour mon métier de thermicien. Alors là, on a filtré les propriétés, mais il s'avère qu'on peut aussi filtrer le modèle 3D. Donc, en fait, on peut avoir, on parle souvent de niveau de développement. On peut avoir du coup une association d'un modèle d'objet à chaque métier et une liste de propriétés à chaque métier. Ce qui fait que quand on sélectionne son métier de thermicien, on va avoir le bon modèle 3D selon son logiciel, selon le bon niveau de détail qui va venir se filtrer. De la même façon, s'il y a des documents qui sont spécifiques à un métier, on peut venir les associer à chaque métier. Donc, comment est-ce que ça c'est configuré derrière? En fait, on a une deuxième brique. Donc là, par exemple, les sets de propriétés qu'on a évoqués de façon théorique tout à l'heure. Pour être plus concret, on va définir ici donc, la liste des propriétés qu'on voit à mon écran pour chacun des métiers. Donc là, je suis sur toutes les propriétés de l'électricien qui est défini selon un logiciel de calcul qui s'appelle ElecCalc. Et derrière, d'autres métiers qui sont aussi utiles sur cet espace-là. Par exemple, ici, j'ai 2 propriétés qui ne sont plus pour l'électricien, mais pour le thermicien. J'ai tagué. Et je peux aussi avoir des propriétés qui sont utiles pour plusieurs métiers, en quelque sorte. Par exemple, j'ai un métier HQE dans mon entreprise, je peux mettre thermicien et HQE. Et je viens en fait taguer chacune des propriétés pour les différents métiers. Une fois que j'ai fait ce travail-là, de taguer les propriétés, je vais soit en fonction de ma maturité venir les associer à mes objets, ou alors je peux, comme on le disait, si je veux aller encore plus loin, je vais être au niveau de maturité niveau 3, le faire appliquer dans ce qu'on appelle chez Bimenco une classification, ou plutôt un référentiel. Je peux avoir ici, par exemple, la possibilité de, sur mon projet la Citelia, de lister les propriétés pour chaque catégorie d'objets. Par exemple, ici, si je prends, peut-être pas prendre la structure béton, je vais prendre le lot CVC ou ELEC. On a parlé d'ELEC tout à l'heure, je prends courant fort. Ici, on voit que je n'ai aucune propriété qui sont liées aux typologies d'objets courant fort. Et je peux ici, en fait, de façon très simple, réaccéder au set qu'on a défini tout à l'heure et venir sélectionner les différents métiers. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner HQE et on parlait de thermicien. Voilà, je récupère ces 2 métiers-là. Je pense que je vais me faire taper à la fin du webinaire parce que courant fort avec thermicien, ça n'a rien à voir, mais vous aurez compris le principe. On a donc ces 2 métiers-là qui sont mis dans courant fort, et ce qui veut dire que sur l'ensemble des typologies d'objets de mon organisation, je vais retrouver les différents métiers. Il y a juste à faire en fait cette étape-là pour être, on va dire, le plus efficace possible. Et donc on l'a vu après, une fois qu'on arrive dans la bibliothèque d'objets. Donc là, je le fais vraiment. Donc vous voyez, je suis dans un navigateur. Je peux retrouver du coup ces éléments-là dans l'objet, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux le retrouver alors soit dans le navigateur web ou alors directement dans vos applicatifs métiers. Je peux sélectionner, donc par exemple dans Revit, si je récupère un modèle, je peux sélectionner dans Revit mon métier. Par exemple, là, il y a HQE qui vient d'apparaître puisque je l'ai ajouté au courant fort. Super, j'ajoute HQE, pardon, et là je vois la propriété qu'on a taguée dans HQE tout à l'heure, capacité de chauffage, qui vient se filtrer. Voilà, là on l'a fait pour une propriété, qui n'est pas forcément. Donc je ne suis pas expert HQE, donc je ne sais pas exactement si capacité de chauffage serait très utile pour faire du HQE. Mais pour autant,
le principe est là, c'est-à-dire qu'on vient lister les propriétés par bien. Voilà un peu pour la partie démo. Donc je vais passer aux questions-réponses. Et en parallèle des questions-réponses, on va ouvrir un petit sondage pour savoir si les informations que je vous ai données aujourd'hui vous ont été utiles. Et si vous voulez bien effectivement prendre le temps de le remplir, ça nous permettra de nous améliorer aussi dans les prochains webinaires qu'on vous proposera. Nous avons plusieurs questions ce matin. Donc, une première question qui est: le plugin s'installe sur quel logiciel et exporte-t-il les bibliothèques en quel format? Alors, merci Raphaël. Sur les plugins qui sont mis à votre disposition, on a principalement axé nos efforts sur Revit, puisque c'est celui qui est le plus demandé par nos clients. Après, on a aussi dans l'outil, je vais vous montrer ici, une box API qui permet en fait de récupérer l'ensemble des fonctionnalités ou en tout cas l'ensemble du contenu de votre bibliothèque au sein de n'importe quel logiciel. Vous pouvez développer ou demander aux éditeurs de logiciels de développer un accès à cette bibliothèque-là. Ce qui est intéressant, c'est notamment de consulter dans l'API la vue métier qui est spécifique à votre logiciel. Par exemple, dans Revit, nous, on ne reverse que la structure de données qui est essentielle pour Revit. On ne va pas redistribuer ce qu'on appelle des attributs. Tous les attributs d'une propriété ne sont pas nécessaires dans Revit. Donc, il y a seulement une partie des attributs qui va glisser dans le téléchargement vers Revit. On a aussi des plugins qui ont été mis un peu en stand-by sur la partie Allplan et Archicad, parce qu'on a un peu moins de demandes, mais qui sont aussi des plugins qui permettent de télécharger du contenu. Et notamment, là, on le voit sur l'outil OnFly. Là, j'ai accès à différentes bibliothèques. Donc, on retrouve la bibliothèque privée avec vos objets utilisateurs, mais aussi une bibliothèque BIM&Co. Donc là, moi, je l'ai ouvert, cette bibliothèque-là. C'est une bibliothèque publique qu'on met à disposition. Donc, vous avez déjà plein d'objets qui peuvent être récupérés. Dans cette bibliothèque-là, on retrouve du contenu pour les quelques logiciels qu'on vient de lister. J'espère que ça a répondu à la question. Nous avons une deuxième question. Combien de temps est-ce que ça prend d'organiser sa bibliothèque? Question pas facile. Ça va dépendre en fait de l'implication et des ressources que vous mettez sur ce projet-là. Les retours d'expérience qu'on a pour une multinationale qui a plusieurs équipes internationales, ça peut être des projets qui peuvent durer jusqu'à 6 mois. Donc, c'est pas si long que ça en termes de projet pour une structure comme ça. En tout cas, pour un outil de ce type-là, c'est assez rapide. Et sur cette phase-là, sur ce projet-là, en 6 mois, on va avoir 3 phases qu'on a un peu vu tout à l'heure. On a la phase de récolte des besoins. Chacun des métiers est amené à lister les propriétés. Si ce travail est déjà fait, on peut le faire en beaucoup moins de temps que 6 mois. Et derrière, la deuxième phase, c'est de créer ce référentiel dans OnFly et ensuite d'inviter les utilisateurs à venir appliquer leur cas d'usage autour de cette bibliothèque centralisée pour l'entreprise. Et on voit ici, il y a aussi un mode projet. Donc là, par exemple, on peut créer des projets avec des sous-référentiels et des sous-bibliothèques dans lesquels on va venir travailler avec des collaborateurs qui peuvent être extérieurs à notre entreprise. On va venir travailler en collaboration avec un architecte. On peut aussi inviter un architecte qui viendra visualiser que les objets qui sont déposés dans ce sous-espace projet 200. Pour une petite, donc ça c'est vraiment pour une grosse structure en 6 mois. Pour une petite structure, on parle de quelques semaines ou un mois d'onboarding où on va avoir du coup une personne qui va venir charger tout le contenu dans
l'outil OnFly. Et une fois qu'il a structuré cette bibliothèque-là, il invite ces différents métiers. Et ces métiers-là vont venir demander des propriétés de façon un peu plus agile. On va, à travers ces demandes de propriétés, ces demandes de contenu, créer et optimiser son référentiel de données. Donc, entre 1 mois et 6 mois en fonction de votre taille entreprise. J'espère que ça répond à la question. Encore quelques questions. OnFly permet-il de récupérer les informations des IFC? Alors, OnFly, en quelques mots, vous pouvez créer, donc un peu comme dans l'IFC, on va retrouver des P7. Donc, les P7 de l'IFC peuvent être créés dans OnFly. C'est une bonne question aujourd'hui. Ils ne sont pas déposés de façon automatique selon le modèle de l'IFC. Il y a d'autres modèles qu'on a mis de façon automatique. Si j'y vais, par exemple, dans les classifications, quand je parle de modèle, je parle par exemple de Omniclass, Uniforma, etc., qui sont, comme l'IFC, des arborescences de classes dans lesquelles on va retrouver des P7. Bon, pas dans tous, dans la plupart des classifications internationales, on n'a pas forcément de P7. Mais par exemple, sur Bimenco, on vous met à disposition des propriétés pour chacune des classes. Donc, il y a une personne qui travaille en full au quotidien, tous les jours, sur la création de ce référentiel-là, et dans lequel on va avoir donc, toutes les classes des objets qui sont demandés par la communauté. Et dans les classes de Bimenco, nous, on met les P7 principaux de l'IFC. Et donc, on a au téléchargement aussi la possibilité de télécharger les objets selon le modèle COBI, qui est aussi maintenu par la même personne de notre équipe Bimenco. Mais vous pouvez aussi, de façon tout à fait autonome, recréer les P7 de l'IFC. Ce qu'il y a, c'est que ces P7-là dans l'IFC, ils voyagent mal d'un logiciel à un autre, puisque ça, c'est au bon vouloir de chaque éditeur de bien vouloir lire et comprendre et digérer chaque information dans l'IFC. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt d'avoir quelque chose d'indépendant de l'IFC. De toute façon, la structure des classes de l'IFC, elle est assez bien gérée maintenant par l'ensemble des logiciels. Ce qui est moins bien géré, c'est la définition des propriétés. Et donc, si vous définissez les propriétés qui sont nécessaires pour l'ensemble de vos métiers dans les sets de propriétés, vous allez être un peu indépendant, donc, en quelque sorte, du modèle IFC, puisque vous aurez vos propres P7 et vous ne serez pas dépendant des P7 de l'IFC. Et ils seront accessibles aussi depuis différents logiciels. Si vous le perdez à l'export IFC, on pourra le récupérer dans un autre logiciel avec l'outil d'API qu'on a parlé tout à l'heure. Merci Valentin. Nous avons encore 2 questions. Donc, une question qui est concernant la gestion des propriétés. Pour démarrer avec ces listes, est-il possible d'utiliser des tableaux Excel? Alors oui, il est possible d'utiliser Excel. La plupart d'ailleurs des entreprises qui commencent à utiliser notre outil travaillaient sur Excel avant. Donc la plupart du temps, les objets qu'on a sur la bibliothèque, ils sont sur un SharePoint ou sur un outil de gestion de contenu basique sur lequel on va donc, juste simplement récupérer les objets du SharePoint et les mettre dedans. Et par contre, sur le référentiel de données, c'est effectivement sous forme de tableur. Et donc, quand on va dans le dictionnaire ici, je vais y aller. Donc, si vous regardez mon écran, on peut enrichir de différentes manières son référentiel pour gagner du temps très rapidement. On peut donc soit ici accéder au dictionnaire public. Donc ça, encore une fois, pour répéter ce que je disais tout à l'heure, on a une personne qui travaille tous les jours sur la création de cette harmonisation du dictionnaire-là. Et donc, si on reprend l'exemple de l'IFC tout à l'heure, on peut sélectionner les propriétés de l'IFC et les embarquer dans son logiciel. On peut sélectionner d'autres propriétés de différents autres domaines et les mettre dedans. Mais on peut aussi, pour répondre à la question, importer les propriétés depuis un modèle Excel. Donc, nous, on propose un modèle Excel que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas le vôtre.
Et pour terminer, puisque je suis sur cette fonction-là, on a aussi, comme on a beaucoup d'utilisateurs Revit, on a aussi développé une petite fonction d'import de fichiers de paramètres partagés qui permet pour les utilisateurs avérés de Revit de simplement venir prendre un fichier de paramètres partagés et de le drag and drop ici. Et ça vient le transformer automatiquement en un modèle de données interopérable. Et ça crée toutes les propriétés dans votre OnFly. Et ça vous permet après de jouer avec directement en ligne. Voilà, donc oui, on peut travailler avec un modèle Excel, travailler de façon en ligne ou alors dans Excel et ensuite l'insérer selon le template prédéfini. – Merci. Et la dernière question que tu as un petit peu évoquée, est-ce qu'on peut télécharger les propriétés d'un set directement dans Revit? Oui, effectivement, donc là, je n'ai pas montré la partie Revit. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez aussi demander à avoir une démo en sortie de ce webinaire-là pour qu'on vous montre un peu, par exemple, l'interface du plugin et le téléchargement, notamment des propriétés dans Revit, qui est très intéressant. En fait, comment ça se passe dans Revit? C'est un bandeau de fonctionnels dans lequel on va retrouver une fonction qui s'appelle téléchargement de propriétés. Donc, par exemple, dans Revit, on n'a pas besoin de télécharger forcément un objet en 3D d'un mur, puisqu'on a déjà un outil natif qui permet de dessiner ces murs. Par contre, on a besoin d'importer des propriétés dans ces objets-là. Et on peut du coup cliquer sur son métier, par exemple architecte, et sélectionner le mur. Et donc là, ça va venir faire retomber toutes les propriétés qu'on aura préalablement définies. C'est très intéressant pour quand on récupère une maquette sur n'importe quel projet, de cliquer sur son métier et d'avoir directement toutes les propriétés qui viennent s'harmoniser. Alors, s'il y a des propriétés qui existent déjà dans le modèle de votre maquette et que vous avez définies dans votre métier ou qui ont été définies dans votre métier, bien sûr, elles ne sont pas dédoublonnées. Cette propriété est gardée avec la valeur qui a été mise dans le projet. Mais c'est juste que nous, notre petit algo, il va juste vérifier que la propriété, elle existe bien dans votre modèle. Si elle existe, elle la laisse. Si elle n'existe pas, on vient la créer. Voilà. Merci Valentin. Et une dernière question qui est apparue, quand est-ce que seront disponibles ces nouvelles fonctionnalités? Alors, ces fonctionnalités, elles sont déjà disponibles. Si la question vient d'un utilisateur qui est déjà client chez nous, il faut se rapprocher donc, de son Customer Success pour discuter d'ouvrir, pourquoi pas, cette nouvelle fonctionnalité. Donc, si on parle du dictionnaire ou des sets, c'est des modules qui sont ajoutés en fonction de votre maturité, qui sont ajoutés à votre outil. Et si c'est un utilisateur qui n'a pas encore OnFly, je vous invite à, dans le questionnaire, demander un rendez-vous sur lequel, là, ce sera plus un expert qui va vous faire une démo pour vous montrer un peu comment est-ce que on peut constituer un OnFly avec le juste nécessaire des modules qui vous concernent, soit le dictionnaire, soit les sets de propriétés, en complément de la bibliothèque de contenu. C'est tout pour les questions. Il y en a eu pas mal ce matin. Okay. Merci Raphaël. Très bien. Ça fait 3/4 d'heure du coup qu'on est ensemble. Merci pour le temps que vous avez accordé à cette présentation. Vous êtes encore nombreux connectés. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires et à nous suivre pour d'autres webinaires sur les mois à venir. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.